Bonjour à tous et à chacun, bienvenue chers auditeurs. Pardonnez-nous pour ces quelques petites minutes d'attente. Nous sommes très heureux de vous accueillir en ce début d'après-midi pour une table ronde organisée à l'initiative de la société Kindu, éditeur français de solutions logicielles spécifiquement développées pour vous, industriels de l'agroalimentaire. Une table ronde dont le sujet du jour va vous passionner. En effet, aujourd'hui, nous vous embarquerons pour une présentation d'un peu plus d'une demi-heure pour faire la lumière sur les tout derniers leviers qui permettent d'aller dans le sens de l'innovation éco-responsable appliquée à votre secteur d'activité, l'agroalimentaire. Mais tout de suite, découvrons le sommaire de cette table ronde. Nous commencerons par dresser un état des lieux en rappelant la typologie des données qu'il convient de maîtriser pour chacun de vos produits. Puis en faisant le point sur les labels et indicateurs qui ont le vent en poupe, nous évoquerons ensuite les raisons pour lesquelles l'éco-conception doit s'appuyer sur des données maîtrisées, pour ensuite faire la lumière sur les leviers d'accélération de l'éco-conception, notamment en maîtrisant les données et leur mise à jour, puis sur le rappel des enjeux pour vous, industrie agroalimentaire. Pour faire le tour de la question, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau 3 intervenants. Saluons d'abord Jean Bressou, qui est directeur général de Kindu, le spécialiste du socle de données, référentiel produit et suite logicielle de données produits, spécifiquement pour les IAA. Bonjour Jean. Bonjour. Bienvenue également à Olivier Messager, fondateur et dirigeant de O2M Conseil, bureau d'ingénieurs spécialisé dans le calcul des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Bonjour Olivier. Bonjour Marianne. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Guillaume Ardillon, qui est également au nombre de nos invités. Et bonjour Guillaume. Bonjour Marianne. Guillaume, vous êtes directeur des opérations et des technologies chez Numalim, qui est une société coopérative d'intérêt collectif que l'on ne présente plus, puisqu'il s'agit de la première plateforme numérique de données ouverte, fiable et exhaustive sur les produits alimentaires. Avant de commencer, chers auditeurs, une petite précision d'importance. Vous pouvez bien sûr interagir avec nous même durant l'exposé de nos intervenants, par écrit, donc en déposant vos questions via l'outil que vous avez utilisé pour vous inscrire à la plateforme. Nous relayerons vos questions en fin de présentation. Donc je vais tout de suite donner la parole à Jean Bressou, donc directeur général de Kindu, qui va nous parler des enjeux du sujet du jour. Jean, c'est à vous. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Les enjeux, on va avoir 4 axes majeurs pendant l'heure qui nous est accordée. Le premier, ça va être le time to market, c'est crucial pour l'innovation. Le deuxième, on va voir qu'on va parler énormément de maîtriser ces données. Ça va nous aider dans le time to market et ça va nous aider pour les futurs enjeux qui arrivent aussi, à savoir l'intégration des critères environnementaux et probablement d'autres à venir. Voilà. Et tout ça, ça va nous ramener sur un sujet qui est le sujet de demain, qu'il faut qu'absolument les IA s'approprient, à savoir la souveraineté des données. Voilà. Alors, pour commencer, on a la coutume de commencer par une petite question. Est-ce que vous savez combien il y a de données produites pour une salade composée? Une simple salade composée avec des petits croûtons. Une dizaine d'ingrédients, 4 emballages, 3 réglementations. Simple, hein? Eh bien, les gens me répondent en général 100. On a des téméraires qui nous disent 150, d'autres 200. Non, il y en a beaucoup plus que ça. Vous allez voir, ça va très très vite. Déjà, on commence avec 10 produits. Vous allez rajouter à ces produits toutes les matières premières. Et là, vous avez 200 données en supplémentaires qui arrivent, notamment les allergènes, valeurs nutritionnelles, etc. Ce n'est pas fini du tout. On va rajouter les emballages. Là, vous avez 150 données qui viennent en plus. Donc, et si on continue, on va rajouter les PRI chers à nos contrôleurs de gestion. Là, on est déjà à 400 données. Mais on va continuer. On est loin des 150, hein, avec toutes les valeurs nutritionnelles, le Nutri-Score qui est en train de devenir obligatoire, les valeurs nutritionnelles, les allégations, etc. On est à 500 données et on va continuer avec 600 données dès qu'on va rajouter toutes les données de process. Une fois que j'ai rajouté les données de process, je vais rajouter, et c'est un peu un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, les données environnementales et sociétales. Mais là, il y a 200 données qui sont rattachées aux produits, notamment les origines, etc.
Vous allez rajouter par-dessus tous les labels, encore une centaine de données qui viennent pour calculer les éco-scores, etc. Et on va arriver, pour finir, à 1000 données, soit 10 fois plus que les estimations qu'on a en tête. Alors 1000 données autour d'un produit, on gère ça comment? C'est une des questions. On ne gère pas ça avec Excel. On va avoir beaucoup trop de ressaisis, beaucoup trop d'erreurs, c'est dangereux. Donc il va falloir se structurer. Voilà. Et ces données, Jean, on les gère d'autant moins avec Excel que ces données, elles ne sont pas limitées au simple périmètre de l'industriel ou de ses clients très proches. Ces données vont de plus en plus alimenter un certain nombre de labels, un certain nombre de scores, un certain nombre d'outils qui sont aujourd'hui demandés, construits pour les consommateurs, et ce, au quotidien et dans la manière même dont ils vont consommer le produit. Alors, ça date pas d'hier, les labels existent depuis les années 60. Hein. Les premiers labels étaient les labels rouges, ont suivi des labels sur l'agriculture biologique. Mais on a vu fleurir ces dernières années un certain nombre d'enjeux, de scores, de labels privés soutenus par des consortiums industriels, par des associations de consommateurs, par des groupements qui regroupaient aussi bien des industries que des distributeurs que des associations de consommateurs. Donc voilà, on a aujourd'hui vraiment une diversité extrêmement forte de tous ces labels. Certains, Jean le disait, sont en train de devenir obligatoires. On pense en particulier au Nutri-Score déjà pour la France. C'est en train de monter à l'échelle européenne, hein, puisque tous ces labels, ou une grande partie de ces labels, sont nés en France et on est encore en avance dessus, et on en avance parce que on connaît bien toutes les données. Et puis, ce sont aussi des éléments qui avant étaient mis j'allais dire, en information sur le packaging simplement, et qui maintenant se retrouvent de plus en plus dans tous les outils que l'on a pour consommer, pour acheter les produits, puisqu'on n'achète plus un produit de la même façon que par le passé. La crise sanitaire de ces derniers 18 mois a encore accéléré le sujet, et aujourd'hui, on achète beaucoup plus en drive, en e-commerce, et donc on n'a plus le produit sous la main. Ce qu'on achète, ça n'est plus le produit, c'est la donnée du produit qui guide le choix. Et donc, avoir une information maîtrisée, avoir cette compréhension, cette clarté dans l'information, fait que ça va jouer aussi sur le score. Et cette donnée est demandée d'ailleurs par les distributeurs. Elle est demandée par les distributeurs, mais elle n'a plus la même valeur qu'auparavant. Il y a énormément de défiance aujourd'hui dans tous ces scores qui peuvent arriver et dans les applications qui existent. Et je ne vais citer qu'un seul chiffre, mais aujourd'hui, on a 53%, donc à peine plus d'un consommateur sur deux, qui fait confiance au label, quel qu'il soit. C'est relativement faible par rapport aux enjeux que l'on peut avoir sur l'information produit et sur tout le travail que ça demande et toutes les données qui rentrent dans la composition de ces labels. Avant, et pour compléter, avant de parler de notre métier qui est éco-concevoir, aujourd'hui, les labels, c'est une expression de pratique. Voilà, comment on produit des choses dans un champ ou d'autres. Maintenant, l'arrivée des données, c'est qu'on a besoin de compléter le label par des données plutôt scientifiques. C'est un produit biologique, mais qui a fait 50 km, ou c'est un produit qui a consommé X litres d'eau, consommé ou émet tant d'équivalent de CO2. Ce qui a été présenté par Guillaume, c'est que la plupart en fait, des nouveaux référentiels qui sortent sont basés sur l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie est un outil d'éco-conception. On peut éco-concevoir sans faire d'ACV, parce qu'on va avoir des checklists, parce qu'on va s'interdire, on va supprimer un poids d'un emballage. On n'a pas besoin, si je prends l'exemple d'un régime, obligatoirement d'avoir une balance pour pouvoir en fait, faire des bons choix. Par contre, c'est quand même bien, l'analyse de cycle de vie, c'est une balance multicritère qui permet en fait de faire des choix en conscience. Donc, ces nouvelles approches de données sont basées sur l'analyse de cycle de vie, qui est un processus qui est en 3 étapes. Le premier, c'est qu'on va de la fourche à la fourchette pour l'agroalimentaire. Combien j'émets quand je fais un litre de lait, combien j'émets pour pouvoir transporter ce litre de lait jusqu'à la laiterie, combien j'ai de process pour pouvoir, en fait, combien j'ai d'impact pour pouvoir transformer ce lait, le distribuer et tout. Après, on ne va pas prendre que le yaourt, on va prendre le yaourt, plus les emballages, mais on va aussi même intégrer en fait PLV, PLM en termes de conception, parce que c'est des impacts en plus. Et puis, on ne va pas s'arrêter sur un seul critère. Nous, notre métier, c'est de travailler, on va jusqu'à 15-20 indicateurs. Ça va aller des émissions de CO2, des consommations d'eau, la toxicité aquatique.
Pourquoi? Parce que ça c'est connu, par exemple, si je prends l'exemple en fait, l'essence ou le gasoil va être bon parce qu'il va sur le CO2, parce qu'il va en émettre moins que de l'essence, mais moins bon sur les particules fines. Donc ça permet de donner des clés de lecture pour faire des arbitrages en conscience. Donc l'analyse de cycle de vie, sur ça, c'est ce qui commence à alimenter ces nouvelles approches de l'éco-score, de l'affichage environnemental européen. Donc ça, c'est notre métier. Et on le faisait avant pour pouvoir en fait faire les meilleurs choix de conception. Sauf que c'est pas qu'on dévoie les choses, mais que la première sortie qui est l'affichage commence à alimenter ces plateformes-là. Et pour ça, on a besoin de beaucoup d'informations, parce qu'en fait, c'est complexe de travailler sur le cycle de vie des produits. Donc on s'est rapproché de Kindo parce qu'on s'est aperçu, pourquoi? Parce qu'en fait, ils avaient déjà plein d'informations, ce qui nous facilite le travail. Oui, exactement. Les informations, effectivement, il faut les mettre dans un référentiel de données, et on les a. Et ce référentiel de données, ce qui est bien, c'est qu'il y a des briques autour de lui qui vont permettre de l'alimenter par la gestion de projet, la formulation, le packaging, la publication vers les étiquettes, etc. etc. Et Guillaume est là aussi pour en certifier, c'est-à-dire que ces données, on va pouvoir aussi les fiabiliser avec Numalim, par exemple. Et on se rend compte qu'en fait, on a toutes les données à disposition, centralisées, fiables. Et donc, on peut aller appeler la base de données Agribalise, compléter les indicateurs, et puis calculer l'éco-score finalement nativement dès qu'il est sorti. Voilà. Et on va calculer l'éco-score, mais on va encore augmenter cette complexité-là, parce qu'on ne fait pas tout ça pour des enjeux simples ou pour se faire plaisir. On fait ça parce qu'il y a une vraie demande, et la demande du consommateur, historiquement, qui était de savoir si le produit que l'on mangeait était bon nutritionnellement ou pas, était d'origine locale, était de mode de production ou de pratique de production, ça a été très bien dit par Olivier, qui les reflétait ce qu'on pensait de l'agriculture ou ce qu'on pensait de mode de production. Eh bien, on va aller encore plus loin, parce que maintenant, la technologie nous permet d'aller encore plus loin, et on va aller nourrir, avec toutes ces données qui sont collectées, on va aller nourrir des systèmes de plus en plus multicritères, avec des notes qui aujourd'hui prennent en compte aussi bien le bien-être animal que le développement durable, que les enjeux sur l'économie, que les impacts nutritionnels, enfin vraiment des choses qui sont extrêmement compliquées dans leur approche et dans le calcul, et puis avec une personnalisation de plus en plus importante du résultat, puisque aujourd'hui il n'y a pas deux consommateurs qui consomment de la même façon, et donc là aussi on va avoir une personnalisation du résultat de plus en plus importante. Et tout ça ne peut être possible que si les données sont fiables, sont maîtrisées, sont connues, sont à jour, sont cohérentes, et donc sont vos données qui doivent s'exprimer, qui doivent aujourd'hui être diffusées de manière le plus facile, le plus fluide possible, parce que c'est vos produits qui vont être notés sur la base de ces données. Et donc, si elles ne sont pas maîtrisées, ça peut donner des mauvaises notes, des mauvais résultats, et donc un biais pour le consommateur. Alors, tu as raison. Où est-ce qu'elles sont stockées, les données, dans l'entreprise? Ça, c'est un des gros enjeux. Nous, quand on arrive chez des nouveaux clients, etc., et qu'on demande où sont les données, eh ben, on a beaucoup de personnes qui lèvent la main, et tout le monde a les données produits. C'est un peu ce qu'on appelle, ça ne vient pas de moi, ça vient d'un de mes prospects, les données spaghetti. Il y en a partout, ça se recoupe, il y a un gros danger de double saisie. Dès qu'on a une double saisie, on a une erreur. Mais le problème, il est plus grave que ça. C'est parce que il faut être sûr que ces données sont fiables. Et plus on multiplie les sources de données, plus vous êtes sûr qu'il y a des erreurs. Et on en voit certaines fois des conséquences redoutables. Il y a des données partout dans l'entreprise, et je pense qu'on sera tous aidés et on pourra tous mieux travailler sur l'innovation produit et l'éco-conception si tout d'un coup on arrive à les centraliser. Je pense que tu as besoin de données centralisées. Oui, ça c'est un peu un schéma de comment on travaille sur une mission. Une ACV, c'est travailler sur un produit historiquement. On a commencé en 2008, on passe 5-6 jours parce qu'il faut que je récupère les recettes, où est-ce que c'est fabriqué, qu'on aille voir les achats,
combien le produit il a fait de kilomètres pour venir, est-ce que j'ai des pertes et tout. Donc rien que pour récupérer les informations qu'on a un petit peu partout, on passe du temps pour pouvoir le faire. Alors aujourd'hui, travailler sur l'éco-conception, c'était assez marginal. Il n'y avait pas de demande aussi forte qu'aujourd'hui. Et puis avant, on disait on va travailler une gamme de produits. Puis maintenant, on commence à avoir des appels, mais moi j'ai 200 références, 500 références. Donc c'est pas possible. Si vous faites déjà une règle de 3, on ne va pas mettre tout ce temps-là pour pouvoir le faire. Et puis pendant qu'on récupère les données, en fait, on ne travaille pas pour trouver des solutions. Donc c'est un principe parce qu'il y a une acceptabilité de tout à chacun de dire je ne vais pas mettre non plus des jours et des jours pour pouvoir le faire. Donc ça c'est clé, la collecte des données, de gagner du temps dessus et on a. Donc ça c'est un premier point qui est important. On le rentre pour pouvoir faire nos calculs, ça c'est notre métier, on l'a standardisé en intégrant en fait des outils d'ACV à l'intérieur de la suite. Et puis après, on va chercher des leviers d'action. Ce qui permet aussi de gagner du temps, c'est que quelquefois quand vous allez changer un emballage, mais cet emballage il est présent mais en fait sur 200 produits. Ou vous avez un carton logistique qui est 200 produits, et je vais changer un carton normal par un 100% recyclé ou un plus petit. Quand on veut simuler en fait globalement si ça a un vrai effet de levier pour l'organisation, et grâce à la suite, quand vous modifiez une fois, ça va impacter tous en fait, les produits qui sont à l'intérieur de ça. Et ça nous permet tout de suite de diviser par rapport au nombre d'unités de vente, tout l'impact qu'on va gagner en faisant tel ou tel choix. Donc ça facilite énormément les arbitrages. Donc ça, c'est vraiment important à prendre en compte parce qu'avant ou quand c'était dispatché et tout, une bonne solution, on peut le faire. Et puis, il y a un autre point qui est intéressant de rentrer dans ce type de réflexion, c'est qu'il y a des choses que nous, quand on éco-conçoit, on a nos limites. C'est qu'on a un emballage qui est très bien, par exemple, mais lui, il n'est pas apte au contact alimentaire ou il va réduire la DLC en fait, de 3-4 jours, donc il y aura plus de pertes, sachant sur les prévisions. Donc, ça nous aide à faire des choix en conscience. Donc ça, c'est vraiment important de l'intégrer de cette façon-là, parce qu'on gagne du temps. Et parce qu'il y a tellement d'innovations aujourd'hui, ça nous permet d'avoir du temps pour tester autre chose, modifier aussi dans le dur quelques bases de données, parce qu'il y a beaucoup d'innovations pour dire est-ce que ça a du sens ou pas, ou d'affiner en fait certains choix. Je reviens à mon régime tout à l'heure. Perdre les 5-6 premiers kilos, ça c'est facile. C'est de perdre les 10 autres derrière, où là en fait il faut qu'on affine, qu'on trouve d'autres solutions un peu plus fines, parce qu'on a un peu trop d'impact, et ça nous permet d'aller plus vite. Et dites-nous, Olivier, les enjeux autour de la fiabilité de ces données, est-ce qu'ils sont d'ordre plutôt réglementaire ou d'ordre financier ou... Ils sont à tout niveau. Déjà pour l'entreprise, je vais changer une machine parce que j'ai des emballages en plastique, je vais changer sur de la cellulose ou autre. Je veux être sûr que derrière tout ça, c'est un investissement. À partir de combien d'unités de vente, ça a du sens d'un point de vue environnemental. Donc déjà, d'un point de vue stratégique, il faut le savoir. Deuxième point, c'est qu'on a les accords de Paris, on a la loi climat qui va imposer quand même 40% de réduction en France d'ici 10 ans. 10 ans, c'est demain. Ça impacte le mix produit, ça impacte le plan industriel et commercial. Aujourd'hui, c'est soutenu par le plan de relance. Demain, vous savez dans quel pays on vit, on va passer du soutien à la réglementation au coercitif. Si c'est coercitif, ça veut dire qu'il y aura des données fiables parce qu'on va publier des impacts, ce qui fait que derrière, en fait, s'il y a une fiscalité, il faut être sûr de ces données. Il y a la loi AGEC qui va faire changer les coûts type taxe Citeo ou autre. Aujourd'hui, on est sur des collectes à date à peu près à 700 millions d'euros. On rajoute une taxe européenne sur les emballages et tout, on va passer sur du 2,3, 2,4 millions selon les prévisions, milliards l'année prochaine. Donc, quand on est dans du déclaratif où il y a des impacts financiers, il va falloir stabiliser, les données et un certain nombre de paramètres, le pourcentage de recyclés, les filières de valorisation et tout ça. Donc, ça sert à mieux éco-concevoir, ça sert aussi à mieux reporter. Et puis, on rentre aussi pour alimenter des indicateurs dans les déclarations de performance extra-financières. Le fait de les stabiliser nous fait gagner du temps pour éco-concevoir, mais aussi facilite en fait le reporting. D'autant plus qu'on rentre dans un marketing de la preuve. On ne peut plus alléguer comme avant. Donc, il y a des contrôles, il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc, se réapproprier ça, c'est un vrai sujet. Merci Olivier. On voit bien qu'il y a de plus en plus de données à gérer pour répondre à ces enjeux. Et elle est là, l'expertise de Kindu. Expliquez-nous, Jean. Oui, alors effectivement, centraliser les données produits. C'est là tout l'enjeu et toute l'expertise de Kindu. En fait, dans l'entreprise, on le voit, tout le monde travaille sur les données produits. Tout le monde, peut-être sauf la personne qui travaille à la paye, mais sinon, tout le monde est concerné par la donnée produit. On parle de la R&D qui va pouvoir formuler, on parle des achats qui vont s'occuper des fournisseurs, on parle du contrôle de gestion qui va faire les prix de revient des produits.
On parle de la qualité qui va pouvoir gérer les non-conformités, les dates de certificat, etc. Tout le monde est concerné par ces données produits et finalement travaille sur les mêmes données. D'où l'intérêt de les centraliser dans un référentiel de données, un MDM, Master Data Management, pour parler un peu plus technique. Mais c'est bien ça, hein, la maîtrise master de la donnée, c'est bien de ça dont on parle. Parce que ces données, derrière, il faut qu'elles soient exploitables. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les ingénieurs agro, une fois qu'ils ont les données, ils les renvoient vers, en moyenne, 9 univers différents pour discuter avec la grande distribution, avec GS1, etc., etc. Ce sont énormément de ressaisies qu'on peut éviter, et évidemment, encore une fois, de la fiabilité de données, etc. Moi, je crois que, et on le voit aussi, et c'est ça qui est intéressant de partager avec Guillaume et Olivier, mais Olivier, toi aussi, tu vas pouvoir te servir des données à tout moment. Ah ben moi, concrètement, notre métier, c'est je vais voir les achats pour savoir quelle est l'usine fabrique telle matière première, combien il a fait de kilomètres avec tel camion, donc je vais voir les achats. Je vais voir la logistique pour savoir vers quelle plateforme ça a été transporté le produit, quel type de camion, est-ce que c'est du biogaz, pas du biogaz, combien il a fait de kilomètres, les pourcentages. Je vais avoir besoin d'aller voir la qualité, la production, parce que j'ai un impact process. Donc, est-ce que c'est fait avec du gaz naturel? Est-ce que c'est fait avec des énergies nouvelles et renouvelables? Donc ça, j'ai besoin là. J'ai besoin de savoir si j'ai des pertes en ligne, des déchets dans chaque changement de ligne. Et puis, je vais voir la qualité, la gestion, le marketing sur les impacts. Donc, nous, tous ces interlocuteurs-là, en fait, c'était déjà notre quotidien. Donc, si l'info, on l'a déjà et qu'elle est structurée, ça nous permet de gagner du temps et plutôt bosser avec les achats en disant est-ce que vous avez un fournisseur plus de proximité? Est-ce qu'on peut avoir un sourcing parce que j'ai des pratiques agricoles bas carbone et que je peux le modéliser? Pareil avec la direction technique et tout, en disant est-ce que je change telle machine par rapport à telle machine, ça me permet d'éco-concevoir. Donc le temps à passer aujourd'hui, les structures sont restreintes, il y a beaucoup d'activités, tout ça, tout le monde travaille déjà beaucoup. Donc rajouter en fait sur un principe de conception historique où on avait des capacités techniques, des contraintes techniques, économiques, nutritionnelles dans l'agroalimentaire, on rajoute encore un nouveau paramètre qui est en plus la partie environnementale. Donc les personnes, si on gagne du temps sur ça pour pouvoir en fait réfléchir sur les solutions, on se reconcentre sur l'essentiel, on regarde les enjeux qui sont en train d'arriver. Et puis, pour compléter, tous ces éléments liés justement à cette collecte d'informations et une vraie précision de l'information font qu'on ne va plus être dans des notions génériques où on va être sur l'information à une gamme complète et potentiellement avoir des mêmes scores ou des données qui pourraient être assez proches de celles de son principal concurrent. Non, là, on va vraiment être sur des données qui sont précises au produit et qui vont du coup permettre d'avoir des scores qui sont réels, d'avoir une information précise, personnalisée et vraiment au réel du produit et non plus au réel d'un produit dans une gamme par rapport à d'autres. Donc ça va permettre de gagner vraiment en précision sur l'information. Ça ne va pas permettre d'ailleurs de gagner que ça. Hein. C'est vraiment extrêmement important. Alors concrètement, ça a peut-être changé, mais il y a 2 mois encore, Agribalis, c'est la base des données matières premières agricoles et tout ça. Si on prend le cas du vin, vous avez une donnée pour vin rouge, vin blanc et vin rosé. Vous n'avez que ça. Donc tous ceux qui ont fait des efforts, que ce soit dans des AOP, que ce soit dans des pratiques agricoles, que ce soit dans des process, derrière, en fait, tout le monde va avoir la même chose. Donc si on ne va pas creuser, en fait, ça créera des frustrations pour ceux qui vont dans le bon sens. Donc laisser faire, en fait, les moyennes de moyenne, ça a ses limites aujourd'hui. S'approprier le sujet pour la communication, ça, c'est important. Alors, effectivement, on voit que vous avez besoin des données. Ça tombe bien, elles sont à disposition. Venez les chercher, on vous attend. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces données, elles sont de plus en plus demandées. Là, on le voit, vous en avez besoin, tout le monde a besoin des données. Donc, on va vous en demander de plus en plus. Pour y arriver, c'est un travail collaboratif. Il faut que vous travailliez tous ensemble, comme on l'a vu tout à l'heure dans le data. Mais autour d'un référentiel unique pour que les données, vous sachiez exactement où elles sont. Il n'y a rien de pire qu'un commercial qui part avec la mauvaise fiche produit. Ça arrive. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive. Il n'y a rien de pire que ça. C'est un travail collaboratif. Donc du coup, évidemment, vous allez gagner du temps puisque vous allez avoir les données disponibles tout de suite. Donc tout le monde va pouvoir travailler plus vite. Vous allez pouvoir innover plus. Vous allez pouvoir faire plus de recherche en innovation. Vous allez mécaniquement avoir des gains financiers
On pourrait en citer 10, mais effectivement, partir avec la mauvaise fiche produit, financièrement, c'est pas terrible. Mettre l'ingrédient, l'allergène, pas en gras, c'est pas terrible non plus. En avoir oublié un, c'est encore pire. Et si on reprend l'exemple de ma salade, la salade, elle a une date de péremption qui est rapide. Hein. Donc, quand elle repart, elle ne revient pas. Hein. C'est fini. C'est foutu. Donc, du coup, je finis juste là-dessus. On est, en fait, en train de passer l'entreprise en mode agile. Donc, maîtriser ces données, c'est pouvoir être agile, gagner du temps et gagner de l'argent. Et je compléterai sur la partie agile, sur un sujet plus large, c'est que sur la partie environnementale, il y a énormément d'activités des scientifiques, de la R&D en ce moment. Les méthodes changent souvent parce que la science avance, parce qu'on a besoin de creuser. Il y a aussi de l'innovation qui arrive et le numérique permet d'aller plus vite pour pouvoir recalculer. Je prends l'exemple pour le climat. Le facteur d'émission du méthane, hein, c'est les vaches qui rôtent, qui éructent et tout ça, il a été modifié par les instances scientifiques internationales. Il est passé de mémoire de 32 à 36 équivalents CO2. Je m'excuse d'être technique. Ben, si tout le monde l'avait en Excel, il fallait changer tous les fichiers pour tout recalculer. Donc, comme on va toujours un peu plus loin, on avance sur un certain nombre de sujets, en plus des questions produits en interne, c'est que les méthodes changent. C'est une vraie difficulté parce qu'il faut les historiser et tout ça, il faut recalculer d'une autre façon. Donc, on croit qu'à un moment, il va falloir s'équiper parce que ça va trop vite et on ne pourra pas refaire à la mano un certain nombre de produits avec autant de paramètres qui sont en train de changer à la vitesse où on va aujourd'hui. On l'aura compris, c'est vrai que la qualité de la donnée prime, mais qu'en est-il de la souveraineté, La Guillaume ? souveraineté, c'est un enjeu extrêmement important. On a beaucoup parlé des entreprises et à la maille des entreprises. Cet enjeu de maîtrise de la donnée, de compréhension de la donnée, il vaut aussi à l'échelle de la filière dans son ensemble, parce que ce n'est pas un industriel seul, ce n'est pas un acteur seul de la chaîne qui produit la donnée pour le produit final. C'est collectivement, et Jean l'a bien dit, qu'on produit toutes ces données et donc être capable collectivement de pousser de la donnée, de structurer cette donnée pour la diffuser jusqu'au consommateur fait que on va pouvoir, là aussi, tous ensemble, reprendre la main et chaque industriel, chaque acteur vont pouvoir reprendre la main sur ces données et sur ces usages. En maîtrisant les données, on va pouvoir maîtriser la diffusion, comprendre la diffusion et alimenter les secteurs. Mais cet enjeu de souveraineté, il dépasse très largement les enjeux de la qualité, puisque la souveraineté de la donnée, quand Olivier l'a très bien dit, dans une analyse de cycle de vie, on analyse certes le produit, mais on analyse aussi le process de construction, on analyse les fournisseurs, et donc faire en sorte que ces données soient construites, hébergées, travaillées avec des acteurs souverains, vont permettre de conserver la propriété intellectuelle, la propriété industrielle, la propriété de sourcing, etc., des différents acteurs. Et d'ailleurs, on a eu la chance que ce soit rappelé lors de l'Assemblée générale de Numalim qui s'est tenue au mois de mars l'année dernière par deux ministres qui étaient présents, hein, Julien de Normandie en charge de l'alimentation et de l'agriculture, et puis Cédrico, secrétaire d'État au numérique. Julien de Normandie l'a parfaitement dit, la souveraineté alimentaire de la France pour les années à venir passe aussi par la maîtrise et la souveraineté de cette donnée alimentaire, puisque ce sont les process, ce sont les sourcings. Et d'ailleurs, des acteurs étrangers l'ont parfaitement compris, puisqu'on a vu des acteurs américains, mais c'est parce que ces derniers jours, ce sont des acteurs américains qui ont racheté ou qui ont investi ou qui ont subventionné des structures françaises, avec entre autres le rachat d'Alchemix par Salsify, et donc avec potentiellement demain des risques de fuite de ces informations parce que ces données vont être gérées, pilotées par des entreprises américaines et donc soumises à des réglementations américaines, là aussi potentiellement, et qui vont donc faire en sorte que ces données, on va peut-être avoir demain un industriel qui va perdre complètement la main sur ces données. Et Cédrico le disait, tous les acteurs tous les secteurs qui ne se sont pas mis collectivement autour de la table pour définir, maîtriser leurs données, ont perdu la maîtrise de cette donnée. Je pense que le cas de l'hôtellerie est probablement le plus marquant, puisqu'aujourd'hui, ce ne sont plus les propriétaires des hôtels ou les chaînes d'hôtels qui sont propriétaires des données. C'est Booking, c'est Hôtel, c'est des plateformes privées. Et rappelons juste à ce propos que les trois dirigeants des sociétés que nous avons sur notre plateau sont français. Voilà, les sociétés françaises. Les entreprises sont françaises. Voilà, oui, entreprises comme françaises. dit Guillaume, il ne faut pas être naïf. Quand on éco-conçoit, on fait une ACV, on a les fournisseurs, la recette, d'où ça vient, comment ça vient, on a tout.
Certains vont proposer, c'est déjà parti, on va vous faire une ACV gratuitement, donc vous téléchargez sur votre plateforme, on va vous le calculer. Attention, et tout, voilà. attention. Donc, dans les petites lignes, vous cédez une partie de ça. Si c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit. Non, voilà. C'est une règle de base. Donc, il y a cette tendance-là. Donc, c'est quand même important, quand je dis qu'il ne faut pas être naïf sur ça. Et même derrière, quand les méthodes sont stabilisées et tout, de dire ça c'est mon résultat une fois qu'il est concaténé ou d'autres, vous n'avez pas besoin de donner ce qu'on appelle les données primaires pour pouvoir le faire. Nous, c'est assez rigolo, juste pour l'anecdote, on a des contrats de confidentialité comme ça, et puis en même temps, on voit que par hasard, quelqu'un a rempli des choses pour répondre à un questionnaire en ligne et tout ça, alors que nous, on nous impose sur des projets d'éco-conception, en fait, énormément de confidentialité. Donc, il y a aussi à surveiller en interne, parce que souvent, on peut être en réaction, c'est normal. Je réponds à un gros marché, à une MDD ou autre, et je donne toutes les informations. Il faut avoir des points de vigilance là-dessus. Oui, je crois que c'est très juste ce que tu viens de dire. Je vais compléter entre les données qui partent aux États-Unis et les gens qui remplissent les fournisseurs. Aux États-Unis, ils ont compris il y a longtemps que la donnée, c'était le trésor des entreprises demain. C'est ça qui valorise une entreprise. Il n'y a qu'à regarder, et notamment dans le numérique, toutes les entrées en bourse et les belles entrées en bourse. Et il y en a une, c'est une licorne. Enfin, c'est une start-up à la base, mais maintenant c'est devenu ce qu'on appelle une licorne. C'est Criteo, pour la citer, qui a introduit en bourse aux États-Unis, qui ne travaille que les données collectées. C'est son job. Alors après, elle vous fournit de la pub ciblée sur vos smartphones. Bon, ça c'est autre chose. Mais ils sont appropriés les données des autres. Et là, je pense que ce qu'on vient de dire, c'est important. On a vu qu'on pouvait accélérer le time to market, l'innovation produit. On a vu que, en fait, les données, on les maîtrise, on les a. Il faut juste les centraliser. Et effectivement, l'enjeu de demain, mais regardez ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, encore une fois, ils cherchent la donnée. Point. L'enjeu de demain, c'est de se réapproprier ces données avant que d'autres, ils se les approprient et ils fassent ces calculs pour vous, parce qu'ils vont faire apparaître d'autres éléments que ceux qui sont vrais. Ils vont être obligés de faire des approximations. Mais c'est ça qui apparaîtra. Je crois que, voilà, vraiment un des enjeux de demain, c'est cette maîtrise des données pour pouvoir publier ses propres données et rester maître en fait, du trésor de son entreprise qui est le produit. Tout à fait. Alors, chers auditeurs, nous arrivons au terme de la présentation, mais bien évidemment, nos intervenants restent avec nous pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez donc déposer vos questions via l'outil grâce auquel vous vous êtes connectés et nous les relayerons de vive voix. Donc, ne soyez pas timides. Nos 3 experts sont là pour répondre à vos interrogations. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a déjà le temps de taper les questions ? Est-ce qu'on a déjà quelques interrogations de votre part ? Alors déjà, une première, un auditeur s'interroge, il se demande s'il existe d'autres acteurs spécialisés en industrie alimentaire. Ah, alors, vous l'avez précisé tout à l'heure, nous, Kindu, on est une société française fondée par Bertrand Vignon, qui est le fondateur de VIF, donc un actionnariat français. Donc de ce fait, et quand on parle de la souveraineté de la donnée, on n'a pas vraiment de concurrence qui aille autour d'un référentiel qui fasse travailler toute l'entreprise et qui vous permette d'éco-concevoir derrière en France. Aux États-Unis, on va commencer à trouver quelques concurrents qui sont en train de s'approprier des logiciels d'autres pays. Voilà. Donc le seul en France, ok. Ouais. Alors, Virginie nous demande, s'interroge, quid de la véracité des données de l'EcoScore, assez peu fiable pour le moment. Qui souhaite répondre ? Olivier ? On va aller. L'EcoScore est basé sur des publications d'OpenFactFood qu'on a citées aujourd'hui, qui sont des moyennes et des bases de données qui sont moyennes. Pour faire simple, si je vais prendre un biscuit, on va avoir dans Agribalise l'impact des matières premières moyennes d'un blé moyen France, avec un process moyen France d'une biscuiterie, avec une logistique moyenne France. Donc on va avoir un score d'analyse de cycle de vie
qui va être moyennisé, auquel, au travers de ce qui a été visible, sur ce qui est disponible, on va pouvoir avoir des bonus-malus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'éco-score, on a 100 points sur l'ACV, et puis derrière, si c'est bio, on va rajouter 20 points, si c'est HVE, 10 points, recyclabilité, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on l'a déjà fait plusieurs fois. Quand on commence à rentrer dans le détail, on s'aperçoit que ça change fortement les éco-scores, puisqu'on rentre dans les vraies données du process, les vraies données du produit, pour le recalculer. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'un éco-score a peut-être une variabilité de plus ou moins 50%, et quand on arrive à réaffiner, voilà. Alors où c'est dangereux, c'est qu'on a une publication qui arrive, et qu'on peut avoir une note C qui va être affichée parce qu'il n'y a pas une connaissance, parce qu'on a pris des publications disponibles et pas ce qui était vrai. Alors que quand nous, on va dans le détail, souvent, et en plus souvent, ce qu'on a pu s'apercevoir, c'est que c'était mieux disant pour l'industriel. C'est-à-dire peut-être que l'éco-score va prendre des garanties pour ne pas donner des trop bonnes notes. C'est ce qu'on peut faire. Et pour compléter, au-delà même de ces données plus précises, pour calculer ces scores, on utilise les données qui sont disponibles, qui sont affichées, qui sont poussées. Aujourd'hui, quand on regarde les chaînes alimentaires complètes, globalement, 80% des rappels, c'est l'ordre de grandeur, 70-80% des rappels, ne sont pas dus à des problèmes sanitaires, ils sont dus à des problèmes sur l'emballage. Donc à un défaut de maîtrise de l'information produit. Donc quand on va aller chercher ces informations, et ça je parle de l'industriel, quand on va aller chercher cette information, quand on va aller pousser ces informations, eh bien on va avoir là aussi un enjeu sur la qualité, sur la disponibilité d'une donnée. Et en effet, un éco-score, quand il va manquer une donnée sur un bonus, par exemple, sur une origine France, qui pourrait être écrit sur le packaging, mais qui pourrait très bien être une donnée qui n'est pas transmise, soit sur les grandes bases open que l'on peut avoir, je pense à Code Online Food ou à Open Food Facts, eh bien, on va avoir du coup un score qui va être biaisé, parce que même si la donnée existe, même si elle est présente sur le packaging, elle n'est peut-être pas retranscrite dans les bases et dans les systèmes qui existent aujourd'hui. Donc tout l'enjeu va être de bien comprendre, de bien verrouiller, de bien maîtriser sur toute la chaîne la disponibilité de cette donnée pour pouvoir avoir l'information là aussi la plus précise possible. Et puis après, si en plus on peut descendre dans le détail avec une ACV, ce sera encore mieux pour avoir vraiment le score réel du produit et non pas un score moyenné. Je vais conclure parce que c'est parfait. Et si on pourrait passer des heures sur cette question, parce que c'est vrai que l'éco-score n'est pas parfait, mais il est là et il lance une mode. C'est ce que disent les créateurs de l'éco-score. Donc il évolue, il va évoluer, il va continuer à évoluer. Donc il va se recalculer en permanence et on espère devenir de plus en plus fiable. Parce que là, il y a encore peu de boulot. Mais là, on est vraiment dans le cas concret de maîtriser vos données parce que les gens sont en train de calculer l'éco-score pour vous. Alors que si on va dans les données et qu'on va plus loin dans les ACV et qu'on peut débrancher les moyennes de moyenne, alors on va pouvoir déjà au moins minimiser l'impact de l'éco-score en sortant son vrai éco-score. Je crois que c'est un de nos enjeux qu'on s'est fixé, Olivier, sur ce projet. Voilà. Là, je ne sais pas, parce que je vois les questions passer, je ne sais pas si je peux y répondre directement. Il y a une question, parce qu'il y a eu beaucoup de passion autour d'Agribalise. Agribalise, c'est une base de données des matières premières agricoles et agroalimentaires. Donc on la connaît bien, parce que nous, on a un contrat de recherche avec l'INRA depuis 4-5 ans et qu'on vient de renouveler, qui produit Agribalise. Faut être humble pour l'instant. Alors je m'explique, c'est qu'on connaît les moyens de la recherche actuellement. Donc comment a fonctionné la recherche pour démarrer? Donc ils ont pris des itinéraires techniques avec des instituts techniques qui ont dit en moyenne dans une ferme, pour faire 1 litre de lait, en moyenne les vaches elles vivent 4-5 ans, en moyenne elles font tant de litres, en moyenne et tout ça. Donc on a une première approche parce qu'au début on avait peu de choses. Ils ont développé des outils pour aller plus vite. Et puis tout le monde n'est pas à la même enseigne. On va avoir des instituts techniques comme l'Institut de l'élevage qui va avoir énormément de moyens, et puis d'autres instituts techniques qui ont pris un peu de retard pour pouvoir le travailler. Et puis on est dans un monde qui est spécifique, c'est qu'on est dans un monde du vivant. Il y a 300 000 agriculteurs. Et quelqu'un qui fabrique du lait en Bretagne avec de l'herbe sous certaines conditions, ça ne sera pas la même chose. Donc, alors c'est pas facile parce que comme on est en train de faire de la com sur ces sujets-là, c'est perturbant, mais d'un autre côté, d'un point de vue scientifique, on est en train de réduire fortement les incertitudes, on est en train d'affiner toutes ces données-là. Alors oui, Agribalise n'est pas très fiable pour l'instant, il y a eu des arbitrages qu'on peut remettre en cause, c'est suivi, mais après je pense que c'est à chacun dans sa chaîne de valeur d'y contribuer. Nous, on travaille avec des entreprises qui ont créé leur propre filière, qui vont travailler en direct avec 50 ou 60 agriculteurs, mais on est en mesure d'aller plus loin dans la CV pour pouvoir
reconstituer en fait un facteur d'émission qui est spécifique au format d'agribalise. Donc ça, c'est acceptable. Et c'est sûr que quand on voit les choses arriver, qu'on pioche en se disant que tout le monde fait pareil, ben non, c'est un organisme vivant, un agriculteur. Voilà, il n'est pas les mêmes. Et même une entreprise, quand on veut comparer 2 ou 3 entreprises, nous on l'a fait, ben en fonction en fait de son barycentre logistique, en fonction de l'âge de l'usine, en fonction de l'âge de ses machines, on peut avoir en fait de la variabilité. Alors ça peut paraître complexe, mais parce qu'on a dévoyé ce que je disais tout à l'heure, l'ACV, ce qu'on en fait aujourd'hui pour des questions de communication, plutôt que dans des questions d'éco-conception. Ça va se caler, tout le monde travaille sur le sujet, mais chacun doit faire sa part, en fait, si je puis dire quelque chose. Alors une question de Pascal. J'ai lu cette semaine un article sur un nouvel indice environnemental qui serait en construction au niveau européen. Avez-vous des infos? Ça va encore être pour. Oui, il y a une expérimentation en 2021 d'un affichage environnemental qui est basé en fait sur l'analyse de cycle de vie, avec des notes de A à E qui sont un peu différents de l'éco-score. Et il y a, ça s'appelle la PEF, ça se construit. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout est basé sur l'analyse de cycle de vie. Je pense que ce qu'il faut anticiper, ce qu'a présenté Guillaume et tout, c'est que ça va partir dans tous les sens. On a différentes initiatives et tout ça, et qu'il y en a, ils vont dire bah, l'ACV ça vaut 100 points et les bonus-malus ça vaut 50 points. Certains vont dire bah, on va mettre de l'environnement et puis on va mettre 30% sur la rémunération des agriculteurs et tout ça. Donc la grande distribution, bah, même s'ils se copient des fois entre eux, des fois chacun fait son petit truc à côté. Et on va avoir des gens du numérique qui vont faire autre chose. Je pense qu'il faut être dans, peut-être pas l'abnégation, mais d'accepter dans un premier temps, il n'y a pas de consensus. Par contre, on va préparer toutes ces informations-là pour la sortir parce que certains le veulent de cette façon-là, d'autres le veulent de cette façon-là. Nous, culturellement, on va garder l'esprit plutôt scientifique qui sert à éco-concevoir, qui est l'ACV, parce qu'il faut éviter les effets cocktails et tout ça. Et peut-être on aura une approche d'ACV, d'éco-conception en interne pour les industriels, parce que derrière, on fait ça pour nos enfants et tout, hein, pour bien éco-concevoir. Et puis après, on a un vrai risque, par la simplification et tout, de ce qu'on voit avec des notes ABCD, on va mélanger des torchons et des serviettes, d'avoir des risques de dire bah, je vais essayer d'éco-concevoir pour passer de B à A, alors que peut-être que scientifiquement, il y a quelques limites, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, aujourd'hui, c'est très difficile d'y répondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'était un sujet qui n'était pas du tout abordé il y a encore 10 ans. Personne n'aurait pensé qu'on allait parler de ça. Aujourd'hui, c'est d'actualité, ce n'est pas un effet de mode, parce qu'on aura des obligations de reporting et que l'Europe s'en empare. Il ne faut pas oublier que l'Europe a dit moins 55% de gaz à effet de serre d'ici 10 ans. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et ça me fait rebondir, c'est qu'à l'origine de la création de Kindu, c'était un calcul d'ACV pour les entreprises, mais il y a 10 ans, c'était trop tôt. Alors on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on a stocké les données et on les a mises. Et finalement, votre question, c'est exactement ça. C'est oui, demain, il y en a un qui arrive, effectivement. Mais en fait, c'est que le premier. Et il va falloir tous les calculer. Donc là, c'est vraiment ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure. Il y en a plein qui arrivent derrière. Non seulement il y en a plein qui arrivent, mais en plus la France est plutôt en avance, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. La France, c'est le pays du Nutri-Score, c'est le pays du K, c'est le pays de tous ces nouveaux scores. Et on a même presque un paradoxe en France, c'est qu'on a l'une des alimentations les plus saines au monde, les plus sûres au monde, mais on a une défiance qui fait peut-être aussi partie des plus importantes des consommateurs vis-à-vis de leur alimentation. Donc c'est aussi pour ça que ce n'est. Mais oui, en effet, c'est une tendance de fond et on a un premier score qui arrive, il y en aura d'autres et même ça va augmenter. Et là aussi, l'ensemble des instances professionnelles, l'ensemble des instances des syndicats professionnels sont dessus pour justement faire en sorte que ces scores évoluent et avancent bien dans le début. On n'en est qu'au début. Ouais, mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que dès qu'un calcul sort, nous, on vous le met dans le logiciel. Donc si les données sont là, tu auras ton score. Alors Laurent se demande combien faut-il de temps pour implémenter un master data management type Kindu dans sa société? Laurent, de combien de données disposez-vous? De combien d'utilisateurs avez-vous? Quelle est la taille de votre société? La question est pertinente et tout le monde aimerait avoir la réponse. Ça peut aller
ça peut aller très vite si vous êtes bien organisé et structuré. On peut le faire en 1 mois, 2 mois, dans une entreprise structurée où on sait exactement ce qu'on a. On l'a vu, si tout est sous Excel chez tout le monde, etc., et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut, et qu'on est une multinationale, alors là, on peut parler en années. Alors, Donc Laurent, prenez contact avec Hindou. Voilà, donnez-nous plus d'éléments sur vos besoins. Plus flou, c'est pas possible comme réponse. Je suis désolé, mais ça dépend de tellement de paramètres. Alors, nous avons d'autres questions. Si le prompteur veut bien me montrer les questions qu'il y a au-dessus, nous arriverons à les relayer. Merci. Alors, Fanny nous demande s'il est possible d'anonymiser les données pour enrichir aussi les bases de données de la recherche publique. Par exemple, agréger des données sur un type de procédé. C'est déjà en partie ce qui est fait, en fait. Quand on prend Agribalise, Agribalise, à la base, c'est une base de recherche. C'est fait par des chercheurs, pour des chercheurs. Alors, anonymisé, en tout cas moyenné, généralisé, globalisé, mais pour prendre en compte l'ensemble de ces éléments. On a exactement le même type d'approche sur tout ce qui va être plutôt nutritionnel ou autre, où là aussi, on a besoin de ces données. Et par exemple, Santé France publie au travers d'Ocali, pareil, des bases qui là aussi sont plutôt moyennées sur les éléments et qui essayent d'aller vers du plus précis. Mais on est bien... Non. Après, quand on parle d'anonymiser, il faut savoir qu'on parle quand même de produits alimentaires de gamme. C'est quand même assez large. Ce n'est pas forcément des données de consommateurs qui rentrent dans le périmètre. C'est vraiment les données liées aux produits. Et au contraire, la tendance est plutôt à avoir la donnée la plus précise possible, même si aujourd'hui, elle s'appuie sur des données le plus larges. Et ces grandes bases, Ocali, Agribalise, font qu'aujourd'hui, déjà, on a une donnée qui est relativement anonymisée. Mais la grande difficulté de ces acteurs, c'est d'avoir la donnée source. Et quand on discute avec Santé France, aujourd'hui, ils estiment leur retard à peu près 2 ans pour avoir les données des produits qui sont en magasin. Ils sont même obligés d'aller en magasin pour saisir et pour acheter eux-mêmes les produits, saisir les données, tellement la donnée n'est pas disponible vis-à-vis des industriels. Voilà. Et pour compléter sur des choses type procédé, les chercheurs sont aussi en attente de vrais résultats, c'est-à-dire se baser sur des moyennes, des itinéraires techniques. Il y a des besoins de se rapprocher en fait de la vraie vie, de la vérité, de conforter tout ça. Après, ils vont avoir des questions plutôt de représentativité. Est-ce que d'un procédé de 2 usines, je peux estimer que tous les procédés qui sont mis en place peuvent rentrer en fait dans mes bases de données? Et puis après, on va dire de contrôle tierce, c'est-à-dire qu'on peut passer soit par des revues critiques avec un tiers indépendant qui va revérifier si les hypothèses sont robustes ou pas pour pouvoir les qualifier. Donc oui, c'est envisageable. L'une des grandes difficultés, c'est qu'il n'y a qu'une entreprise pour un seul procédé, donc on rentre dans l'ACV spécifique et non pas par le travers de tout ça. Avec le danger de maîtrise de la propriété intellectuelle, puisque si j'ai qu'une usine pour un seul procédé, si je fais une ACV, potentiellement j'ai un problème de perte de propriété intellectuelle sur ce qui est fait, ou en tout cas de maîtrise de cette propriété intellectuelle. Donc, c'est vraiment des enjeux qui sont extrêmement importants pour les entreprises que de maîtriser la donnée et sa diffusion et sa création. Pascal voudrait savoir si on a évalué aujourd'hui tous les critères qui entrent dans l'éco-conception pour les intégrer dans l'ACV. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, parce que j'ai du mal à l'interpréter. C'est une liste figée. L'éco-conception, c'est normé selon la norme ISO 1440 avec un certain nombre de principes dans lequel on peut utiliser l'analyse de cycle de vie qui est elle aussi normée, on va respecter des choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer les dernières méthodes de calcul à jour, les dernières bases de données à jour, donc ça c'est important. On peut avoir certaines limites, c'est que par exemple il y a des travaux. Aujourd'hui il y a des travaux autant sur le carbone, c'est très stabilisé, il y a des consensus, autant sur la toxicité terrestre, la toxicité aquatique, il y a encore des travaux en cours. Sur les indicateurs de biodiversité, c'est pas simple. La biodiversité, c'est plutôt dans la mesure. On prélève des espèces, on regarde les mosaïques et tout ça, et on n'a pas un indicateur équivalent biodiversité. Donc, on le fait en général où l'état de l'art, il y a un consensus scientifique. Donc, on intègre en fait les dernières méthodologies au fur et à mesure et on essaye d'être exhaustif. Derrière, c'est pas simple. On a beaucoup d'innovations. On voit qu'on va avoir un nouvel emballage, mais on n'a toujours pas de filière et on n'a pas assez de recul pour savoir est-ce que ça sera incinéré, séparé et tout ça, parce qu'il faut atteindre les seuils.
Donc, on essaye à notre niveau-là, en fait, de respecter les normes et les méthodologies. Et derrière, on essaye d'être sincère. Alors, je ne sais pas si ça se comprend encore, mais de bien faire le travail en allant au bout de notre connaissance, de s'adapter, parce que derrière, on n'a pas d'autres informations. Il y a beaucoup d'activités, comme je l'ai dit, tout en respectant les normes. Ce qu'on veut, c'est nous, ce qu'on a compris du moins culturellement, je parle chez nous, c'est que faut aller au bout des choses. Je reviens sur mon régime, c'est que c'est pas je mets du slim fast, c'est à un moment il va falloir courir tous les jours, il va falloir faire attention tous les jours et tout ça, et qu'on va être obligé au début, on va avoir des gains faciles, et puis à la fin, ça va être je gagne 1% là, 0,5% là pour atteindre les objectifs et tout ça. Donc, je sais pas si c'est une réponse, mais on essaye de tous les intégrer en fait sur la partie conception. À quelle étape de l'éco-conception Kindu fait-il gagner du temps pour Olivier? Ah ben, je l'ai dit tout à l'heure. Ah pardon, oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Nous, qu'on a déjà des données propres dans un référentiel produit, où vous avez déjà en fait la distance parcourue par le produit, la matière première et tout ça, ça nous évite en fait de passer des coups de fil, de rechercher des informations, d'ouvrir en fait des classeurs où on a une fiche technique qui est seulement à jour en fait depuis 8 ans. Où il faut qu'on appelle un fournisseur pour être sûr est-ce que lui il a fait une ACV ou pas. Donc nous on gagne sur la collecte. Et l'autre point, quand j'ai dit c'est la simulation, c'est qu'une fois qu'on a travaillé sur des choix en fait de développement en éco-conception, eh ben, au lieu d'aller revoir toutes les fiches produits, moi si je change un emballage, si je remplace en fait, ça existe beaucoup moins, mais du palme par de la coco par exemple, tout de suite je recalcule tous les impacts sur tous les produits d'un seul coup. Donc ça me permet d'aller plus vite en fait. Ouais, je crois que ce qui est intéressant aussi au travers de cette question, c'est de se rendre compte que les ingénieurs agro vont passer plus de temps à faire leur métier qu'à remplir des fichiers Excel, changer des variables, etc., refaire les calculs, etc. Et quand on sait les besoins qu'ont les industries agro de recrutement, etc., je pense que c'est aussi un critère qui va aider les entreprises à qui permet de valoriser leurs ressources et le savoir-faire des équipes. Et à pérenniser leurs équipes. Donc non seulement tu gagnes du temps, mais en plus, on gagne de la compétence puisqu'il y a moins de turnover. Oui, on a certaines entreprises qui annoncent des temps passés par les équipes R&D, pour ne prendre que celle-là, dans la ressaisie de données qui sont supérieures à 30, 40, voire 50% du temps de ces équipes, ce qui est extrêmement énorme. C'est énorme. Le temps et l'énergie payée. L'autre jour, m'a dit qu'il faisait 40% de son temps à saisir sous Excel. Alors peut-être, je vois le temps qui défile. Une dernière question pour Jean. Kindu peut-il calculer tous les scores? Ah ben c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, pour peu qu'on nous donne l'algorithme. Donc il y a ceux qui sont secrets, ceux-là on ne les calculera pas. Mais tous les scores qui vont sortir et qui sont institutionnels, oui, on peut tous les calculer. Ça c'est l'avantage d'un logiciel qui est construit en briques. Nous aussi on est en mode agile en interne. Et donc effectivement, dès qu'on a besoin d'un score et que la réglementation vient de passer, il y a le mode de calcul qui est donné avec, et on n'a plus qu'à intégrer cette brique en score supplémentaire. Voilà. Je vois qu'on a encore 2 minutes. Une dernière question pour Guillaume. Quelle est la fréquence des collectes de données et pour quels besoins? Il va falloir faire vite. Oui, alors là, on pourrait y passer plusieurs heures, en effet. On est sur des produits alimentaires issus du vivant, donc on collecte tout le temps de la donnée. On en collecte tout le temps, on en collecte partout. Donc la fréquence de collecte des données, c'est en permanence. Et pour quels besoins? Pour alimenter les scores, pour alimenter les process, pour comprendre, pour maîtriser ce qu'on fait, tout au long de la chaîne de production, bien évidemment, à l'échelle d'une industrie, d'un acteur, mais également à l'échelle de la filière dans son ensemble. Et de même, on voit même arriver aujourd'hui des ACV filières et plus uniquement des ACV à l'échelle d'une entreprise pour vraiment éco-concevoir l'ensemble de la filière. Et Jean l'a bien dit, est-ce qu'on peut calculer le score? Oui, on peut calculer le score. Pour le faire, il faut de la donnée. Il faut de la donnée juste, il faut de la donnée précise. Et donc, pour ça, il faut la collecter. Donc, on va collecter de la donnée tout le temps, en permanence, et pour alimenter l'ensemble de ces sujets. La vraie difficulté, c'est de ne pas collecter 2 fois la même donnée, mais de s'assurer de centraliser les données à un endroit et de pouvoir après garantir sa diffusion sur l'ensemble de l'écosystème et de faciliter ces mécanismes de diffusion dans l'ensemble de la chaîne. Merci Guillaume. Ce sera la dernière question donc, pour notre session de cet après-midi.
puisque voici venu le moment de nous quitter et nous espérons que cette table ronde vous aura vraiment éclairé sur l'importance des données dans le cadre de l'éco-conception et du live to market. Et merci encore, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. Merci à nos intervenants. Donc n'oubliez pas, vous allez recevoir un email avec un lien qui vous permettra de revoir cette table ronde et d'avoir accès aux réponses que nous avons apportées à vos questions. Nous vous souhaitons un très bel après-midi. Merci. Au revoir. Merci.